On se retrouve pour ce deuxième podcast Convergence, hein, ça passe super vite. Le temps, on a eu une série de problèmes techniques, on tient à s'en excuser. Et aujourd'hui, on va attaquer du coup un gros morceau puisque on va poser la question un peu brute de décoffrage. Est-ce que Internet va révolutionner la démocratie? Alors, on va l'examiner en quel sens, c'est-à-dire est-ce que il y a contenu dans Internet, dans le web et en particulier sur YouTube, puisque c'est surtout de ça dont on va parler, on va se focaliser là-dessus. Est-ce qu'il y a une sorte de promesse de ce qu'on pourrait appeler une horizontalité? Alors parce qu'on entend par horizontalité l'idée que ça a échappé à personne, on vit un contexte particulier de méfiance à l'égard des institutions et des autorités, d'une méfiance à l'égard du fonctionnement de la démocratie représentative, de méfiance à l'égard des médias traditionnels, etc. Et tout ce petit monde-là, sur lequel, porte notre méfiance, peut être qualifié par la métaphore de la verticalité. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont au-dessus et qui disent, en quelque sorte, à des individus qui sont plutôt passifs, ce qu'il faut penser, ou en tout cas, qui ont plus de poids dans le débat public que le reste des individus. Et donc l'idée, c'est que Internet serait une sorte de promesse, pour le coup, d'horizontalité, c'est-à-dire de rétablir une égalité, par exemple, de la parole, voire une égalité de pouvoir entre les individus, qui pourraient donc se saisir de la parole grâce à ces moyens numériques, pour peser davantage dans la démocratie, alors qu'auparavant, ils étaient, on pourrait dire, sans voix ou limités au vote à quelques occasions. Donc la question, c'est... Est-ce qu'il y a quelque chose comme ça qui peut s'organiser sur Internet compte tenu de tout un tas de problèmes dont on va discuter aujourd'hui. Et donc pour partir déjà peut-être que il y a des gens qui sont pas super familiers avec la métaphore verticale horizontale parce que je sais pas pour vous mais moi j'ai découvert finalement ce terme il y a pas si longtemps parce que j'ai l'impression que en dehors du vocabulaire du monde un peu militant ou c'est pas quelque chose qu'on emploie, on dirait plutôt démocratie et autorité ou pouvoir, je sais pas. Donc comment vous le traduisez vous ce terme et qu'est-ce que ça vous évoque là ce terme par exemple je te cède la parole Karim sur l'horizontalité. C'est vrai que c'est pas un vocabulaire que j'emploie souvent. Au niveau de la théorie politique, il s'emploie assez peu. C'est plutôt quand même dans les milieux militants qu'on l'emploie. Mais l'idée, c'est pour l'horizontalité, c'est effectivement l'idée que chacun va être égal avec l'autre pour pouvoir s'exprimer, pour pouvoir apporter des propositions, etc. Alors que dans l'idée de verticalité, c'est descendant, c'est-à-dire que le pouvoir va imposer, le pouvoir descendant va imposer ce qu'il souhaite, ce qu'il veut, et sans que ceux qui sont en dessous puissent avoir un droit à la parole justement quoi. Donc l'idée c'est que avec Internet, les moyens de communication, la technologie, la verticalité puisse s'annuler et que tout le monde puisse communiquer, apporter des propositions à chacun. Et ça va apporter, l'horizontalité du coup, ça va apporter plus d'égalité et plus de démocratisation de la démocratie qu'on dit en crise justement. Ouais, d'accord. Tout en sachant que l'idée que Internet serait quelque chose d'horizontal, justement, est très très répandue chez les youtubeurs. Wikipédia aussi véhicule pas mal ce mythe. Le crowdfunding, il y a vraiment cette idée que grâce à Internet, on a un nouvel Eldorado qui s'ouvre à nous, où on ne sera plus obligé de confier le pouvoir à des gens, qu'on va pouvoir tous décider grâce à la bonne technologie à tellement bien utilisée, parce qu'on retrouve une idée qu'on retrouve beaucoup chez les militants du libre, par exemple. Et ce qui est intéressant dans cette façon de décrire l'horizontalité, c'est que très souvent, c'est comme si elle s'était créée avec Internet et on retrouve pas toutes les théories classiques de l'horizontalité en quelque sorte qui viennent des théories anarchistes, qui viennent des théories, pas mal de courants marxistes aussi qui vont dans cette idée-là. Mais on retrouve pas ça du tout. Il y a vraiment comme si Internet était un terrain vierge à partir duquel on pouvait construire ça et je pense que c'est plus compliqué que ça et je crois que c'est ce qu'on va essayer de démontrer aujourd'hui. Du coup, oui, il y a l'idée que c'est que la technologie va permettre en fait d'apporter une solution aux problèmes actuels, quoi. Enfin, ça va résoudre tout le
le problème de la démocratie, de l'égalité, etc., quoi. Il y a deux choses à distinguer, parce que il y a le recours donc aux technologies dans un certain discours qu'on pourrait qualifier de technophile, au sens où il aime la technologie, et l'idée ce serait que à tout problème politique, ou en tout cas à la plupart, ou à certains en tout cas problèmes politiques, on pourrait proposer une solution par la technologie. Et au sein de ce type de discours, il y a l'idée que les discours horizontalistes dont on parle. Mais ça veut dire qu'il y a tout un tas de discours qu'on peut qualifier de technophiles qui ne se situent pas du tout dans une perspective de dépasser la verticalité, etc., et d'aller vers une horizontalité démocratique. Donc, par exemple, il y a une technophilie complètement élitiste. Tout à fait. La Silicon Valley, il y a les deux écoles, mais la plupart sont des libertariens qui sont un peu en mode si tu fais ton trou, tu fais ton trou. Si tu le fais pas, bah, tant pis pour toi, quoi. Ouais. Bah là, c'est une forme d'horizontalité un peu particulière, quoi. C'est une forme d'anarchisme un peu particulier. Mais ouais, les anarchistes vont te faire la gueule si t'appelles ça de l'anarchie. C'est du libertarianisme pur. Ah ouais, alors si en plus on rentre dans les distinctions de secte, oulala, Oui, pardon, restons sur YouTube. Je reste neutre sur l'anarchisme. Bah oui, tu vois, parce que historiquement, l'idée d'utiliser les nouvelles enfin, je parle vraiment d'internet et l'idée de donner la parole aux citoyens, parce que sinon c'est tellement large comme question, la question du rapport entre le pouvoir et la technique, tu vois. Mais l'idée d'utiliser la technologie pour accroître son pouvoir, c'est pas neuf. Mais aussi, il y a un truc pervers, c'est que moi j'ai dans la tête tous ces exemples de tentatives de démocratie dite participative, où le pouvoir, et en particulier des pouvoirs locaux comme des municipalités par exemple, ou des conseils régionaux, qui organisent une sorte de démocratie participative par l'utilisation de techniques, enfin d'outils numériques, pour organiser des consultations. Donc les citoyens s'expriment, ils donnent des doléances, etc. Et puis finalement, au bout du compte, t'as rien du tout. C'est-à-dire que c'est les véritables décisionnaires, c'est ceux qui avaient le pouvoir auparavant. Oui, c'est cosmétique, quoi. Voilà, c'est ça. C'est le problème toujours de la démocratie participative qui est organisée par le pouvoir. C'est toujours assez rigolo. Donc nous, ce qu'on cherche, c'est la question de savoir si il y a quelque chose de plus, il y a quelque chose de réellement possible, il y a des promesses intéressantes qui vont au-delà de ces espèces de trucs cosmétiques. C'est ça auquel on s'intéresse. Sur l'ambivalence de la technologie, c'est sûr que elle existe en fait. Il n'y a pas de déterminisme, comme on dit, technologique, c'est-à-dire où forcément la technologie va apporter du progrès, et de la démocratisation, etc. Il y a Morozov qui parle de ça, là, Evgeny Morozov, qui est un auteur biélorusse, je crois, c'est ça, qui a pas mal écrit sur cette question, où il parle à ce propos de solutionnisme technologique, c'est-à-dire où la technologie va forcément apporter des solutions pour améliorer notre vie, améliorer la démocratie, il prend l'exemple des révolutions arabes, justement, où on a l'impression que c'est Twitter, Facebook qui ont amélioré qu'ont permis justement à ces révolutions d'advenir, et il dit que si ça a pu participer, en tout cas, c'est pas ça qui les a fait, qui a fait leur succès, en fait. Parce que il parle justement c'est pas grâce à Twitter, Facebook que si ça a pu permettre de se réunir à certains endroits, à certains moments, c'est pas ces plateformes qui ont permis aux révolutionnaires, de se structurer, d'avoir des échanges, etc. Et c'est ce qui a fini par échouer. Enfin, il parle de l'Égypte, par exemple, où, c'est l'armée qui finalement a repris le contrôle et parce que il y avait pas de véritable structure du côté des révolutionnaires, quoi. Ouais, c'est net. Et oui, ils ont cru avoir ça, mais ça a pas pu se faire en fait, quoi. Pris dans l'ensemble, il y a quand même un discours qui est extrêmement paradoxal sur les réseaux sociaux, qui est quand même la plupart du temps c'est vécu comme des outils de domination, Big Brother machin. Et avec les révolutions arabes, d'un coup il y a eu ce narratif ça permet de faire la révolution, et ça a apparu. Bon là ça retombait un peu, mais quand même curieux comment le double discours peut coexister sans qu'à un moment donné on se dise que il y a peut-être un des deux qui est plus valable que l'autre. Ouais, parce que c'est vrai que par exemple là on est en plein débat sur les fake news
et franchement ce qu'on peut appeler même une véritable panique morale autour des réseaux sociaux, tu vois. Tous les maux de la démocratie, tous les maux du système représentatif sont attribués aux réseaux sociaux, tu vois, qui propagent des fake news, alors même que quand ça permet, tu vois, enfin quand soi-disant ça permet des révolutions ailleurs, là-bas, ah bah là c'est très bien, il faut les encenser. Vous voyez, Twitter, c'est l'instrument de la classe moyenne pour s'émanciper des horribles pouvoirs traditionnels, tu vois. Il y a deux poids deux mesures qui est assez rigolo là. Et puis il y avait un article du Diplo qui disait exactement ce que tu disais, Karim, qui faisait tout l'anatomie du background vraiment classique, syndicaliste, ouvriériste des révolutions arabes, qui était très intéressant, et qui disait que la thèse de l'article étant que c'était ça qui avait permis la révolution et absolument pas les réseaux sociaux, quoi. Mais c'est ce qui est le plus visible. Ce que dit Morozov, c'est que les internautes qui communiquent entre eux, ils sont trop éloignés pour pouvoir se rencontrer, et voilà. Donc forcément, il n'y a pas de corps de quelque chose qui peut faire corps vraiment pour pouvoir lutter par la suite, quoi. Les gens sont trop éloignés pour ça. Enfin, il y a aussi ça qui pose problème, entre autres, quoi. Plus la naïveté de croire que ça va résoudre le problème et de pas faire autre chose pour structurellement faire perdurer les luttes, quoi. Il y a une image que j'emprunte très bien à Franck Lepage, qui l'utilise pour la culture, avec son image du parapente qui est assez connue, où il dit faut éduquer la culture, les classes populaires pour qu'ils s'élèvent, et il prend l'image de l'air chaud qui élève le pauvre. Il dit le riche qui est au-dessus, c'est le même air chaud, il s'élève aussi. Et pour la technologie, c'est exactement la même chose. C'est que les grosses multinationales ont accès aux mêmes technologies. Donc, ce que nous, on peut faire grâce à elles, enfin, les gens de pouvoir ont accès aux mêmes technologies. Ce que nous pouvons faire grâce à elles, ils peuvent le faire aussi. Et même, ils peuvent le faire beaucoup mieux parce qu'ils ont plus de moyens pour comprendre et déjouer les algorithmes, etc., etc. Il y a eu un petit moment où, effectivement, la classe, les castes dirigeantes étaient un peu à la ramasse et savaient pas trop utiliser ces trucs-là, et on a eu, je crois, pendant un temps l'illusion qu'on allait pouvoir reprendre le pas parce que nous, on savait se servir de ça et pas eux. Mais maintenant, clairement, on est arrivé à une époque où même le plus ringard des vieux sénateurs, il sait se servir de Twitter et Facebook aussi bien qu'un gamin de 15 ans, quoi, quasiment. Après, son pouvoir sur ce qui se passe en Chine, c'est-à-dire que la Chine a créé, ils ont le pouvoir à créer ses propres réseaux sociaux, son propre moteur de recherche. Enfin, du coup, là, la technologie, pour le coup, ça sert le pouvoir et ça et l'autoritarisme. Donc là, ce qui se passe en Chine, c'est une contre-thèse complète au déterminisme technologique, qui va dire que la technologie va forcément démocratiser, quoi. Mais c'est vrai que là, on fait, on mélange deux trucs qu'il faudrait distinguer. C'est la question de la circulation de l'information. Et qui dispose de l'information, qui peut la partager et la produire, la diffuser, et la question de l'organisation des gens. Parce que c'est une chose. Il est très clair que grâce à Twitter, l'information circule très vite. Ou grâce à Facebook, on peut se construire, ou n'importe quoi d'ailleurs, n'importe quel outil web, on peut se construire des réseaux très rapidement qui nous mettent en relation avec beaucoup de gens. Ça c'est très clair. On peut faire circuler de l'information, on peut la diffuser. Toute autre chose est, comme tu disais justement à propos du printemps arabe, toute autre chose est l'organisation, c'est-à-dire au sens où, alors pour le dire très concrètement, de manière très cliché, les gens descendent dans la rue, s'organisent dans un combat commun. C'est vraiment autre chose. Et tu peux très bien faire circuler ou diffuser beaucoup d'informations en disant demain on va tout péter devant l'Élysée, vous allez voir ce que vous allez voir. Il y a d'un seul coup sur la page Facebook de l'événement 1 million de likes, tu vois, et puis le lendemain tu te retrouves à 3 anards et 2 dieudonnistes en train de faire des quenelles devant l'Élysée, tu vois. Des gens qui n'ont rien à voir en plus. Nous, ce dont on parle, c'est effectivement la circulation de l'information. On laissera l'organisation de tout ça pour un prochain épisode, parce que c'est un sujet qui est passionnant en tant que tel. Mais les deux sont difficilement séparables, effectivement. Ouais. Donc du coup, circulation et diffusion d'informations, peut-être que parce que on peut laisser peut-être une chance, disons, il faut faire droit au discours auquel on s'attaque depuis le début, parce que là, je vous trouve très sceptique et très critique à l'égard du, tu vois, Ah, c'était pour introduire. Ah, bah, dis donc, ton introduction. Ah, moi, j'assume. L'introduction de disserte merdique, je vais vous montrer pourquoi on est contre. Bah, ouais, non, mais disons, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant? Parce que le truc, c'est que, on tient peut-être un discours sceptique,
critique à l'égard de ce ce qu'on croit identifier comme étant une technophilie naïve. Néanmoins, nous-mêmes, on est sur le web, on fait des trucs, on se situe un peu dans cette perspective malgré tout. Donc, qu'est-ce que veut dire au fond ce discours, et en quoi l'idée du web, d'internet, YouTube, etc. Pourrait constituer une alternative critique et un dépassement à la démocratie représentative ou verticale. Qu'est-ce que ça veut dire? Restons aussi dans la question de la diffusion de l'information et de l'organisation d'un espace public. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on libère des paroles qui auparavant parlaient pas? Est-ce que ça veut dire qu'on diffuse des informations qu'auparavant on nous cachait, ou en tout cas qui ne circulaient pas dans les médias traditionnels? Comment vous l'entendez? Et en tout cas, les gens qui défendent vraiment mordicus cette idée-là, qu'est-ce qu'ils entendent qu'est-ce qu'il y a d'intéressant et de puissant critiquement dans leur affaire? Comment vous l'entendez, vous? Moi, je l'entends comme une reproduction numérique des structures sociales, en fait. C'est-à-dire où on a l'impression que la parole, l'idée, c'est que la parole va pouvoir se libérer et que tout le monde va pouvoir parler. Mais au final, même si, évidemment, c'est peut-être, il y a des personnes qui sont moins visibles dans la société qu'on va peut-être voir plus, mais globalement, c'est quand même toujours à peu près les mêmes personnes qui vont pouvoir être écoutées et puis avoir la parole, quoi. Et se sentir légitime pour parler, et être vu légitime par les autres pour parler, quoi. Sur YouTube, il y a quand même beaucoup plus pour faire la caricature d'hommes blancs, que de femmes noires, pour le dire vite. Oui, bon, en plus, mais bon, après, voilà. Mais l'important, c'est d'en prendre conscience et puis d'en discuter et puis de voir qu'est-ce qu'on fait justement avec ça, quoi. Mais c'est majoritairement on retrouve les dominations symboliques et matérielles qu'il y a dans la société et surtout on retrouve des stéréotypes, quoi. Avec les chaînes beauté pour les femmes et des choses plutôt on va dire pour le YouTube mainstream entre guillemets, le jeu vidéo pour les hommes, quoi. Oui, on va essayer de défendre quand même un peu, à défaut de défendre l'horizontalité, c'est vrai que c'est intéressant quand même de se placer, c'est toujours une démarche intéressante de se placer dans la vérité des gens avec qui on n'est pas d'accord. Moi j'ai longtemps été convaincu que ça allait permettre de tout changer, hein. À une époque j'étais sous Linux, c'était avant, je vais fâcher des gens en disant ça, tiens. Mais c'est que effectivement ça change, c'est que même si c'est un changement purement cosmétique, même si YouTube devient clairement une télévision bis, ça reste des petits changements dans lesquels peuvent s'insérer des nouveautés, des expérimentations, et il y a des phases, il y a quand même un moment de liquéfaction du statu quo où au lieu de devoir passer par les standards, les gatekeepers standards, le producteur pour l'audiovisuel, l'éditeur pour le livre, il y a un petit moment de liquéfaction où des gens qui étaient infoutus de passer par là parce qu'aller serrer des pinces dans des dîners mondains, ça les faisait chier. Là ils peuvent court-circuiter le truc jusqu'au moment où là c'est ce qu'on est en train de vivre, où ça se recristallise sur une autre forme de pouvoir qui moi m'inquiète beaucoup, parce qu'avant les tenanciers, les gens qui gardaient l'information, c'était des êtres humains, des gens qu'on voyait, des gens qu'on voyait faire, à qui on pouvait casser la gueule, et que là maintenant ce sont des algorithmes, ce sont des machines que non seulement on a l'impression qu'on peut rien en faire, mais en plus on ne les voit pas, et Internet met l'ensemble des acteurs d'Internet met une énergie extraordinaire à essayer de cacher toute forme de porte et de différenciation. L'exemple étant que à une époque, on avait des sites personnels où on voyait très bien qui aimait bien les gifs moches et qui était plutôt design. Aujourd'hui, on a tous la même page Facebook standardisée, la même compte Twitter standardisé, et il n'y a aucune différence formellement entre Dr Hyper, très peu d'abonnés, et Cyprien, 10 millions d'abonnés. On a tous l'impression d'être sur un pied d'égalité. Internet met vraiment un point d'honneur à cacher ça. Et c'est ça qui est assez inquiétant, c'est que les gatekeepers sont toujours là, ils sont plus actifs qu'avant, et ils vont être beaucoup plus durs à combattre. Moi, En fait, c'est ça, c'est que c'est le problème de la naïveté en la technologie ou en d'autres processus, hein, mais
qui sont pas forcément liées à la technologie, mais c'est quand on a l'impression que ça va vraiment améliorer les choses, bah ça va encore masquer davantage les dominations, les violences qui se passent traditionnellement, enfin IRL entre guillemets, mais dans la société quoi. Du coup, faut faire encore un effort réflexif supplémentaire pour se dire, bah tiens, peut-être que ça se passe encore pareil, et comment on fait pour transformer cet idéal technologique en véritable, enfin, pour le transformer concrètement, quoi, parce que ça veut pas dire que c'est pas impossible. Il y a des choses très 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 bêtes. Hein. C'est tout le monde n'a pas Internet, tout le monde n'a pas un ordinateur, tout le monde n'a pas les moyens de se payer une caméra, un micro. Et ce qu'on voit très bien dans les commentaires, c'est quelqu'un qui ferait un peu des fautes ou machin, qui parlerait pas très bien le français. Tout le monde va lui tomber dessus, ou alors on va pas le prendre au sérieux, alors que rien ne dit que ce qu'il a à dire est pas beaucoup plus pertinent que quelqu'un qui ferait des jolies phrases, machin. Il y a ça s'ajoute à effectivement toutes les structures de domination, être blanc, être un homme, etc. Ça fait quand même beaucoup de choses qui rendent Internet pas horizontal du tout. Et c'est assez curieux de voir des gens qui sont à fond dedans. Mais je pense qu'il y a une véritable envie que ça marche. Je pense qu'il y a un véritable ras-le-bol. Mais tant mieux dans un sens. Mais disons qu'il faut pas tomber béatement dans le piège, quoi. Qu'il faut toujours avoir un recul critique. Sur ce qu'on utilise et ce qu'on croit qui est enfin, de ce qui pourra améliorer les choses ou non. T'as dit un truc là, c'était les gatekeepers, là, je suis pas sûr que tout le monde voit ce que c'est. Les gardiens des portes, quoi. L'idée c'est que, un des arguments principaux qui est utilisé pour défendre l'idée de la promesse d'horizontalité d'Internet, c'est que justement ça fait sauter certains problèmes que rencontrait l'espace public traditionnel. Vous savez, l'espace public, c'est cet endroit où on peut déposer des informations, on peut faire circuler des idées qui sont connues de tous, et tout le monde doit pouvoir supposer que les autres les connaissent aussi et savent que l'on sait. C'est ça qui est public. Et donc, on parle tout simplement des médias, des différentes formes de diffusion d'idées, des livres et tout ça. Et l'idée, c'est que la manière dont c'était organisé traditionnellement, c'était que tout le monde ne peut pas accéder à cet espace public. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas publier vos idées, vous pouvez pas publier un livre ou un article dans un journal comme ça. Il y avait donc ce qu'on appelle dans le jargon des gatekeepers, mais des gens tout simplement, ou des institutions qui sont là pour sélectionner et pour dire ça passe, ça passe pas. Donc comme tu disais, des éditeurs, des journalistes, même des hommes politiques aussi, qui par exemple va parler dans un parti politique, qui va prendre la parole à la tribune, ou ce genre de choses. Et donc l'idée c'était que tout le monde ne pouvant pas y accéder, il y avait du coup une inégalité entre ceux qui peuvent parler sur cet espace public et ceux en plus qui peuvent choisir qui y parle, et puis le reste. Et donc l'idée c'est que là, dans notre espace numérique, ça fait sauter ça, puisque absolument tout le monde peut publier. Mais la question c'est, est-ce qu'il y a du coup une sélection de ce qui est publié? Parce que la grande problématique c'est est-ce qu'il s'y dit n'importe quoi sur cet internet? L'idée c'est que auparavant, dans l'espace public, on ne pouvait pas dire n'importe quoi puisque c'était sélectionné a priori. Là, ce qui se passe, c'est que on peut dire n'importe quoi, puisque tu peux publier n'importe quelle connerie dans ta vidéo YouTube. La question c'est, est-ce que pourtant ce n'importe quoi devient visible? Et donc l'idée qui se fait jour, c'est que là il y a certes pas de filtre a priori, mais il y a un filtre a posteriori. Et la question c'est comment s'organise ce filtrage a posteriori. Et donc par filtrage, j'entends le fait de rendre certaines paroles ou de rendre certaines personnes ou de rendre certaines idées inégales dans leur accès à la publicité, justement, à ce principe de publicité. Inégales dans leur accès, et puis légitime ou illégitime, quoi. Surtout ça, t'as raison. On va penser être légitime pour pouvoir parler de certaines choses, et qui ne va pas être considéré comme légitime, quoi. C'est ça. Et donc du coup sur un truc comme c'est vrai pour la plupart pour le web en entier, mais c'est comme ça que ça fonctionne sur YouTube, c'est que il y a une sorte d'articulation entre une notoriété acquise de manière humaine
avec des gens qui partagent, des gens qui mettent des likes, vous savez, ou ce genre de trucs. Il y a une articulation entre donc une sélection, un filtrage humain dans une communauté d'humains, une articulation avec un processus purement numérique. Enfin, on va se demander ce qu'il y a derrière justement dans cette boîte noire, mais un processus purement algorithmique qui te fait monter certaines vidéos, par exemple, ou certains posts de blog ou que sais-je encore. Et c'est là qu'on voit que l'idée d'égalité parfaite à la parole, c'est vrai, il y a une égalité formelle parfaite, tout le monde peut publier sur Internet. Disons, nonobstant les différents problèmes dont t'as parlé, Étienne, c'est que tout le monde n'a pas de caméra. Oui, matériel, oui, c'est ça, oui. Tout le monde n'a pas la même maîtrise linguistique, ce genre de choses. Mais du coup, malgré tout, tout ne va pas être considéré comme légitime. Et alors c'est ça c'est le nœud du problème, c'est que est-ce que sur Internet, on est en train de rejouer des formes de filtrage qui capturent la parole ou tu vois qui empêchent certaines idées de devenir plus populaires, ce genre de choses. Je pense que c'est même pire que ça. Il y a juste je crois un oubli qu'on fait systématiquement quand on parle de ça. On parle de la diffusion des idées vraiment institutionnalisées qu'on voit. Enfin, le gros de la diffusion des idées. Ce qu'on a tendance à oublier, c'est que ce qui se fait, tout l'ensemble de diffusion d'idées un peu alternatives, un peu révolutionnaires, machin, ça a toujours existé. Il y a toujours eu des feuilles de chou qui sont distribuées sous le manteau. Il y a toujours, les infokiosques, c'est une lointaine tradition des squats, mais si vous n'avez jamais poussé la porte d'un squat, personne ne sait ce que c'est qu'un infokiosque. Avec Nuit debout, maintenant les gens connaissent un peu mieux. Et en revanche, la différence, c'est que là où avant la pensée, révolutionnaire, pour dire simple, était vraiment circonscrite aux gens que ça intéressait, aujourd'hui elle est publique. Ce qui fait que voilà, vous pouvez avoir quand les gens disent oh là là, les féministes elles sont agressives, machin, quand on est habitué à lire des textes féministes des infokiosques, franchement c'est soft ce qu'il y a sur Internet. Il y a vraiment rien de choquant, sauf que la différence c'est qu'avant c'était pour un milieu de gens qui savaient, d'entre soi, qui connaissaient les propos, les termes, qui avaient le contexte. Et aujourd'hui tout est public. Donc ça a l'avantage que effectivement vous vous retrouvez avec des gens qui sont en contact avec des idées avec lesquelles ils auraient jamais été, parce que tout le monde pousse pas la porte d'un squat. Mais ça a pour désavantage que là où avant vous étiez entre vous-même et vous pouviez vous permettre de dire des trucs comme vous voulez sans risquer de vous faire incendier. Là, vous avez l'œil inquisiteur du public qui est toujours dans un coin pour potentiellement vous censurer. Et est-ce que c'est un avantage, est-ce que c'est pas un avantage? C'est vraiment une question assez complexe, ça, le côté que tout soit mis sur un pied d'égalité. Mais faut pas oublier que ça a existé, ça a toujours existé, la diffusion des savoirs alternatifs, toujours. Du coup, il y a de la confrontation de petits espaces publics subalternes, comme on dit, avec face à un gros espace public qui peut être YouTube par exemple, et qui est en plus géré par un algorithme dont on sait assez peu comment il fonctionne, on essaie de deviner comment il fonctionne. Dont on voit certains effets, mais c'est un algorithme très politique de toute façon, dans le sens où il vise à favoriser des vidéos qui vont favoriser l'apparition de publicité, puisque c'est comme ça même si YouTube n'est encore pas rentable, mais c'est comme ça qu'ils cherchent à gagner de l'argent, comme Facebook, etc. Donc les algorithmes de ces sites-là fonctionnent pour la publicité. Et entre autres, ça va être très politique, c'est que ça va puisque les annonceurs ne veulent pas de contenu violent ou qui prête à polémique, des vidéos vont être démonétisées quand ça parle de guerre, quand ça parle de contenu LGBT comme on a pu voir sur certaines vidéos, parce que ça ne va pas. Enfin, en tout cas, YouTube, ceux qui conçoivent l'algorithme vont penser que ça ne va pas plaire aux annonceurs. Donc dans ce sens-là, il va y avoir une sélection a posteriori de choses qui sont légitime dans le sens où est-ce que ça va être rentable d'être montré ou pas pour la publicité. Du coup et sinon donc il y a ce côté de l'algorithme qui vise du coup à favoriser la publicité et en même temps au niveau humain, c'est-à-dire de l'indexation humaine, c'est-à-dire de ce qui va être avancé de ce qui va être mis en avant par les partages, par les likes, par les commentaires, etc.
Là encore, il y a une sélection a posteriori qui va toujours un peu favoriser les mêmes, c'est-à-dire que quand c'est une femme qui va parler de contenu politique ou de trucs scientifiques ou de machin, bah il y aura beaucoup moins de visibilité. Enfin, les chaînes scientifiques réalisées par des femmes il y a énormément moins d'abonnés que celles réalisées par les hommes, et puis au niveau des commentaires, c'est pas du tout les mêmes. Donc là encore, les reproductions de domination se recréent, et bah ça empêche d'avoir une véritable égalité, une véritable horizontalité, en fonction du sexe de la personne qui va présenter, de la couleur de peau, et bien d'autres choses, quoi. Enfin, de ce qui crée déjà des dominations au sein de la société hors numérique, quoi. Donc il y a l'effet de l'algorithme qui va empêcher d'avoir des contenus, qui vont minimiser des contenus qui peuvent prêter à polémique, et donc ne pas satisfaire les annonceurs, et en même temps les êtres humains avec leurs préjugés, leurs stéréotypes, qui vont faire obstacle du coup à une meilleure visibilité des personnes qui sont déjà pas forcément visibles dans la société, quoi. Mais ce qui est fascinant dans ce que tu racontes, c'est que la technologie rend ça tolérable d'une certaine façon. C'est que si vous aviez un producteur de télévision qui vous arrivez, présentez votre contenu, il vous dit ah ben non, on veut pas de toi, t'es un PD. En théorie, si tout va bien, le mec sa carrière est finie. Enfin, espérons. YouTube fait pareil, mais parce que c'est de la technologie. On a un seuil de tolérance parce qu'on est dans l'image que la technologie est neutre, qui est assez hallucinant. Et il y a un article du Diplo qui donnait l'exemple des portiques automatiques dans les transports en commun. Et qui disait, quand vous prenez les transports en commun, ces portiques déconnent tout le temps, et si vous le passez mal, vous le prenez dans la gueule, et les gens tolèrent ça, parce que c'est des machines. Si c'était un contrôleur qui disait stop, qui vous bloquait physiquement, vous vous énerveriez, parce que vous avez un autre être humain en face de vous. Alors que là, vous prenez le portique dans la gueule, vous vous dites, c'est ma faute, j'ai mal pris le portique, quoi. Et il y a un seuil de tolérance à la technologie, parce qu'on est toujours dans l'image que c'est quelque chose de neutre, qui prolonge probablement d'une certaine façon un peu les théories économiques où on dit que le marché, enfin les trucs mécaniques permettent une certaine neutralité, permettent de lisser les imperfections humaines. Il y a ce mythe-là qui traîne et sur lequel Internet s'est construit. Internet s'est construit à partir du moment où justement les idéologies hayekiennes on va pouvoir remplacer les imperfections humaines par des mécanismes économiques. Les deux se sont développés au même moment. Il doit y avoir quand même un socle philosophique commun. Mais on n'arrive pas à en sortir. On n'arrive pas à se dire que quand même les mecs qui font ça, enfin les Facebook, les YouTube, tout ça, ont des rêves de changer le monde et sont complètement fous. C'est les gens qui font ça. Il y a eu il n'y a pas très longtemps les anciens de chez Facebook qui ont écrit des articles en disant mais ce qu'on fait c'est taré, quoi. On peut pas faire ça. C'est l'idéologie qu'il y a derrière est inadmissible. Et faudrait qu'on arrive à réhumaniser la technologie, même ce que derrière c'est toujours ça, quoi. C'est comme dirait Lordon, ce sont des rapports humains médiatisés, mais la médiatisation étant tellement énorme, on finit par oublier que c'est des êtres humains qui sont en rapport avec d'autres êtres humains, quoi. On se focalise il y a un fétichisme technologique comme il y avait un fétichisme marchand, quoi. Oui, c'est ça, mais c'est réhumaniser et puis montrer que c'est déjà humain, enfin, que les algorithmes sont pas neutres, que les machines ne sont pas neutres, qu'elles sont programmées dans un but précis. Enfin voilà, les portiques qui sont là pour empêcher les gens de frauder, donc ça c'est un but, et ils fonctionnent d'une manière ou d'une autre, mais en tout cas ils sont là dans un but qui est déjà politique, enfin politique dans un sens où on gère une communauté de personnes, ceux qui ont le droit de passer, ceux qui n'ont pas le droit de passer, etc. Bah ouais, ça disons qu'on peut l'accepter, l'idée que la finalité c'est de rendre l'accès exclusif, mais en effet l'argument là c'est de dire que en effet en revanche t'es pas maître du délai que tu as pour circuler entre le moment où t'as mis ton petit ticket et le moment où tu vas te manger le portillon dans la gueule. Encore que je me demande s'il y a pas une petite cellule photoélectrique, enfin je sais pas très bien comment ça fonctionne. Mais ouais, l'idée c'est de dire que ouais, il y a des, comment dirais-je, en fait, il y a de la politique, alors vraiment en un sens très large, tu vois, de choix et de finalité, en fait, qui est inscrit au sein de la technologie, qui semble pourtant axiologiquement neutre, puisque moi je publie ma vidéo,
et puis derrière, il y a des gens qui la regardent. J'ai presque l'impression que c'est immédiat. En fait, ça passe par tout un tas de médiations. Bah oui, l'algorithme, les partages. Ouais. Et la question, du coup, c'est là que ça rejoint notre affaire de verticalité. Mais qui dit médiation dit mais possibilité de repasser dans un plan, de dépasser le plan et de repartir dans une géométrie de verticalité, puisque précisément, j'ai pas mon mot à dire sur le type de médiation, le type d'algorithme ou le type de filtrage qui vont s'appliquer à mes vidéos. Par exemple, comment ça se fait que moi je me retrouve jamais dans les sections tendances, tu vois, alors qu'elles sont bien mes vidéos. Je comprends pas pourquoi. Oui, mais c'est tout le combat du libre, hein. C'est l'idée qu'on pourrait récupérer le pouvoir si on construisait un YouTube libre, on pourrait récupérer le pouvoir dessus. Mais l'un des grands impensés de ces trucs-là, c'est que il y a l'outil qui est construit, mais derrière ça résout pas le problème, parce qu'il va falloir quand même se poser la question de comment on fait des tendances, comment on hiérarchise le contenu, comment on fait ça. Faut se poser la question. Et comment on va attirer les gens avec une efficacité, parce que Gmail, YouTube, Google en tant que moteur de recherche est extrêmement efficace. Donc c'est comment il y a le différentiel de moyens, oui. Mais même s'il y avait à moyen égal, de toute façon, il n'y a pas la réflexion derrière de quelle politique il faudrait pour une autre plateforme. On reste tout de même dans le mythe que une fois qu'on laissera les gens gérer eux-mêmes leurs algorithmes, ça va marcher, ça va être super bien. Et je pense que c'est aussi une partie du truc qui explique que ça a peu de succès. C'est effectivement la différence de moyens techniques est colossal, mais aussi je pense qu'inconsciemment les gens savent que ça va pas changer grand chose. Bah oui, puis ça va, et puis c'est le même problème qu'on va retrouver avec Mastodon ou Diaspora, enfin des réseaux sociaux alternatifs et décentralisés, c'est-à-dire que c'est des gens déjà convaincus qui vont aller dessus. Ces gens convaincus vont aller dessus, ils vont se rendre compte qu'il y a pas beaucoup de monde, que c'est pas, que on discute toujours de la même chose et que on retrouve, et ils vont retourner sur Twitter et Facebook. Donc voilà, c'est toujours le risque. C'est sûr que c'est des beaux projets, mais comment les tenir, quoi. On peut les lancer, c'est beau, mais comment on les tient? C'est comme pas Internet, mais le web, du coup, qui est une application d'Internet qui a été créée par Tim Berners-Lee au CERN, du coup. Et l'idée, ce qui est génial, c'est que, c'est ça aussi, je pense que c'est qui fait toute partie de la mythologie du web, etc. C'est qu'il et du libre, hein, parce que dès le début, il a voulu que le web, ça soit libre. Si ça avait été payant, si ça avait été payant, en tout cas, s'il avait posé des droits d'auteur dessus, on serait peut-être pas en train de parler actuellement, parce que ça aurait été privatisé dès le début. Et donc voilà, il y a l'idée qu'il y a des beaux projets au début, mais qui vont tout d'un coup être verticalisés parce que c'est des entités privés qui vont reprendre le dessus, ou avec des algorithmes puissants, de l'efficacité pour des consommateurs courants, etc. Et que ceux-là, ils vont rester dessus. Ouais, en plus, tout ce que tu dis, c'est dans un contexte de neutralité du net. Voilà, oui. Mais si en plus ce principe gicle, tu vois, ça change encore plus de choses. Moi, je trouve que c'est une image de ce qu'on raconte, ça, la neutralité du net. C'est qu'il y a déjà pas de neutralité du net. Ça a jamais existé. C'est des conneries, ça. Si un fabricant de joints d'étanchéité déviée veut arriver en tête des ventes des listes Google à chaque fois qu'on cherche sexe, avec suffisamment de moyens, il peut y arriver. Avec suffisamment de moyens sur Internet, vous faites ce que vous voulez, vous mettez vos contenus où vous voulez. Vous pouvez apparaître au milieu d'une chaîne YouTube, d'une vidéo de Cyprien, vous pouvez court-circuiter les algorithmes Google. Avec suffisamment de moyens, vous pouvez court-circuiter tout. C'est ce que font d'ailleurs les mastodontes du web. Ils arrivent ils mettent des moyens suffisants pour arriver en tête de liste de tout. Mais ça passe. Mais à partir du moment où vous avez un blocage a priori par un paywall, par une barrière de paiement, de ce qu'est le cas de la neutralité du net, hein, pour les gens qui savent pas, c'est juste que vous payez, suivant ce que vous payez, vous avez accès à différents contenus. Ça, les gens tolèrent pas. Alors que ça existait déjà avant. Les mastodontes ont déjà un accès prioritaire à Internet et les petits sont déjà à la ramasse. Sauf que là, maintenant, vu que ça se voit, ça crée un tollé. Je trouve ça assez fascinant. Mais justement, ça n'est pas accepté parce que ce que tu dis, ça se voit pas justement parce qu'il y a formellement l'idée qu'on est tous égaux, alors que derrière, évidemment, c'est pas, qu'il y a cette horizontalité.
Alors qu'en fait, évidemment, il y a les GAFAM, enfin bon, il y a déjà cette verticalité complètement ahurissante. Mais justement, c'est parce il y a encore un peu cette naïveté de croire qu'on y a cette horizontalité sur Internet. On la voit pas, donc on se dit que c'est bien. Et une fois qu'on va la voir justement, où ça va devenir matériel, c'est-à-dire on va matériellement on va devoir payer plus pour accéder à certains sites et pas à d'autres, si la neutralité du net est détruite, enfin annulée, etc. Là, ça va se voir plus concrètement. Donc là, les gens vont dire quelque chose, quoi. C'est presque curieux qu'il y ait eu une telle erreur politique que de faire ça. Parce oui, que, c'est vrai. C'est parce que les opérateurs téléphoniques doivent être sur d'autres modèles économiques et ne peuvent pas se permettre de gruger tout. Il doit y avoir une histoire comme ça, mais c'est curieux que ça soit existé. Parce que la logique voudrait qu'ils aient esquivé ça, parce que c'est ce qu'ils esquivent depuis le début quand même. Mais bon. Tant mieux, hein, tant mieux. Du coup, ça se voit, c'est très bien. Enfin, pardon, c'est très bien qu'il n'y ait plus de neutralité du net, faut pas dire ça. Oh là là. Mais au moins, ça permet que ça se voit. J'aime bien que les choses se voient. Ouais, mais du coup, enfin, il y a plein de trucs dans ce qu'on dit, mais j'ai l'impression qu'il y a, tu vois, il y a un truc auquel on revient. C'est une espèce de, tu vois, en fait, c'est que un peu la condition nécessaire. Fondamentale pour réaliser cette espèce d'horizontalité numérique, ce serait que chaque utilisateur, chaque individu à sa manière ait une connaissance parfaite des outils qu'il est en train d'utiliser. Tu vois, en quelque sorte, parce que là, on parle de boîte noire, du fait que on sait pas comment fonctionne un algorithme, on a absolument aucune idée de la manière dont fonctionnent les outils web qu'on utilise. Et donc, t'as l'impression qu'il y a une condition ultra maximaliste pour réaliser ce principe de démocratie ou ce principe d'horizontalité. Ce serait que tu vois, notamment, c'est qu'on le retrouve dans des formules du type il faut se ressaisir des outils, etc. Mais moi, je suis complètement d'accord avec cette idée-là, mais à condition de lui donner un sens collectif, parce que sans ressaisir individuellement, je vois pas ce que ça veut dire. C'est-à-dire comprendre le fonctionnement d'un réseau social comme Facebook. C'est-à-dire que j'en suis absolument incapable. Je comprends déjà mal comment fonctionne l'imprimante qui me permet de sortir mon A4. Donc je vois absolument pas comment je pourrais comprendre tout ça. Et donc le problème c'est que du coup cette idée d'horizontalité, tu t'en parlais un moment, Étienne, quand tu parlais des communautés libristes qui essayent de construire des outils alternatifs intéressants. Nécessairement, à un moment donné, tu es obligé de te reposer sur une certaine division du travail entre des gens qui savent coder, des gens qui savent faire, je sais pas moi, du design, de l'interface utilisateur, et puis de l'utilisateur lambda qui va l'utiliser tout simplement. Et donc, qui dit division du travail, j'ai envie de citer Marx, mais je vais pas le faire. Qui dit division dit hiérarchisation, puisqu'il y a forcément des tâches qui te donnent plus de légitimité, et surtout des tâches qui te donnent un point central, ou bien dans la circulation de l'information, ou bien dans la possession du pouvoir, tu vois. Et celui qui code, il a le pouvoir, quoi, de ce point de vue-là. Je pense que au niveau de l'utilisation de l'information, d'internet, etc., il y a déjà des choses des idéaux qui prennent conscience du fait qu'il y a une fausse horizontalité. Il y a des mouvements de bibliothécaires, des choses comme ça, en fait, ou de personnes qui sont dans la culture, dans les sciences de l'information, de la communication, qui pensent que justement il faut créer une véritable culture critique de l'information pour tout le monde en fait, et que tout le monde puisse prendre conscience de comment fonctionne un réseau social, de faire la différence entre Internet et le web, de faire la différence entre le web et un moteur de recherche, enfin voilà, que les gens aient une véritable culture de ce que c'est que l'information maintenant en fait, et que avec cette culture partagée, tout le monde pourra avoir un esprit critique et aller après sur Diaspora, Mastodon et Framatube, etc. Mais voilà, c'est face aux GAFAM, face il y a pas de volonté politique de créer cette culture de l'information pour tous. Il y a ça aussi qu'on retrouve dans l'idée de fracture numérique, c'est-à-dire il y a des gens qui n'ont pas accès à Internet, il y a des gens qui n'ont pas accès à des ordinateurs, etc. Donc il faut résoudre la fracture numérique. Mais la fracture numérique, c'est juste, comme on dirait, un épiphénomène de la fracture sociale, pour reprendre Chirac. Mais en tout cas, des inégalités sociales, tout simplement. C'est-à-dire, s'il y a des inégalités numériques, c'est parce qu'il y a des inégalités économiques, il y a des inégalités symboliques entre des discriminations, etc.
Bon alors là on a juste défriché en fait. Ça je m'en aperçois maintenant. C'est que on a défriché mais on n'est même pas encore allé sur on n'est même pas encore parti sur le contenu, tu vois, de la manière dont ça se déroule actuellement sur YouTube par exemple. Est-ce que on peut parler réellement d'un espace public? On a commencé à dire quand t'as parlé de petites sociétés subalternes, de petites communautés subalternes avec le problème des communautés de filtrage et tout ça. Et de fragmentation de l'espace public, mais alors ouais, on a beaucoup de choses à faire. Par exemple, je sais pas moi, est-ce que Internet, est-ce que YouTube est un espace public à la Habermas, tu vois, avec comment dirais-je, une sorte d'horizontalité argumentative où règne une éthique de la communication ou ce genre de choses. Ouais, d'accord, on a beaucoup de choses à faire. Ah oui, c'est vrai. Ouais. À mon avis, il faut le réserver pour une prochaine fois, parce que là. Ce que tu disais, Karim, c'est qu'il y a quand même dans ces idées, derrière le côté reprendre les outils, tout ça, il y a, je pense, un fond assez important de déterminisme technologique, l'idée qu'on ne pourra jamais se défaire d'Internet, que c'est là et que tout ce qu'on peut faire, c'est essayer de minimiser la casse, chose avec laquelle je suis absolument pas d'accord, et qu'il faudrait se réapproprier, enfin re-questionner et réinvestir les autres espaces de transmission du savoir, des trucs juste parler en groupe dans un café, quoi, rien que ça. Le théâtre populaire, comme je disais, les feuilles de chou. C'est vrai qu'à chaque fois qu'on voit le mec qui distribue le journal machin ouvrier révolutionnaire à la sortie du métro, il y a une petite partie de nous qui trouve ça sympathique, une petite partie qui dit c'est ringard à l'ère numérique, mais justement je pense qu'il faut réussir à l'horizontalité, il faudrait la mettre là, c'est mettre sur un pied d'égalité, distribuer sa feuille de chou à la sortie du métro et faire un truc sur un réseau social et voir vraiment quel est le pour, quel est le contre. Et il y a un truc auquel je pense que pour moi, la vraie issue, pour avoir cru très longtemps qu'on pouvait réinvestir Internet et remplacer les outils des mastodontes par les outils des mastodontes, des GAFAM, tout ça par les trucs libres. Maintenant, c'est perdu pour la science. Hein. Pour moi, le combat est fini. Je pense au contraire, il y a quelque chose à faire, à aller chercher dans des trucs simples qui sont vraiment à notre échelle, qui sont à plus petite échelle, mais qui peuvent permettre de construire, pour le coup, une horizontalité, mais à l'échelle d'un petit groupe, quoi. Je sais pas. Il y aurait pour moi, c'est plus la position. Pour moi, c'est plus par là qu'il faudrait chercher. Mais après, pour répondre de façon préemptive aux critiques qu'on va avoir, c'est pourquoi vous êtes sur Internet? Parce que si un outil existe, c'est bête de pas l'utiliser. Faut juste savoir les limites que ça a, mais c'est stupide de pas utiliser un outil comme ça. Oui, bien sûr. Et surtout, en faisant ce qu'on fait, c'est aussi créer un espace public de discussion aussi, là, ce qu'on est en train de faire. C'est-à-dire, là, on est 3, mais après, il y a des commentaires, après, il y aura d'autres personnes, après, voilà, enfin, on réfléchit, on a le recul critique, on essaie, on tâtonne, et puis on voit ce que ça donne, quoi. Enfin, voilà, moi, ce que je vous propose, du coup, c'est de garder un peu ce débat pour plus tard, ce débat d'articulation entre l'espace créé numériquement et l'espace qui reste malgré tout, l'espace entre guillemets IRL, tu vois, qui reste à investir. Garder ce débat pour une autre fois et peut-être conclure légèrement, provisoirement à partir de là, parce que je vois que on avance et on va pas tout traiter quoi aujourd'hui. Oui, là c'est. Alors si je passe un peu en revue tout ce qu'on a dit là pour essayer de proposer une petite conclusion partielle. On a été super négatif quand même, je vous sens quand même super critique sur cette idée, mais en fait non, ça tient à un truc tout simple, c'est que il me semble que dans l'endroit où on est, c'est-à-dire sur YouTube, et en particulier entre petits YouTubeurs machin si vous voulez, c'est que j'ai l'impression que l'opinion la plus répandue, c'est une espèce d'optimisme premièrement, peut-être un peu naïf et peut-être parfois même béat, sur les possibilités incroyables qu'offre Internet et le web, et donc tant qu'à faire un petit débat critique, réflexif, autant être un peu contre-intuitif, être paradoxal, et puis attaquer la doxa, tant qu'à faire. En essayant de donner des arguments. Bon, les arguments, je pense que tout le monde les connaissait un petit peu. On s'est surtout concentré sur les différents acteurs, ou les différents acteurs technologiques, ou les différents outils par lesquels on organiserait cette horizontalité. Et on s'aperçoit que rien qu'en prenant cette problématique-là, rien qu'en prenant la problématique par ce bout-là, on voit déjà qu'il y a toute une boîte noire qu'on ne maîtrisera jamais entièrement
Et qui dit absence de maîtrise, qui dit division du travail, dit forcément parcellisation des tâches, peut-être même hiérarchie ou des choses comme ça. Et donc réintroduction de la verticalité. Donc on voit bien déjà rien qu'avec cette problématique de qui organise tout ça que bon, il y a je sais pas si on peut dire verticalité, mais il y a quelque chose comme de la non-horizontalité qui revient. Donc c'est évidemment tout ça. C'est joli ça. Voilà, une réflexion sur l'horizontalité sur Internet doit au minimum prendre en compte ce fait-là. Rien que, par exemple, les infrastructures matérielles, quoi. Où est-ce qu'on fout les serveurs et qui les possède, tout genre de trucs. Et donc, mais du coup, ce qu'on pourrait faire, peut-être pas là, mais pour un peu amorcer ce qu'on pourrait faire la prochaine fois, c'est aller vers une réflexion qui serait un petit peu moins technologique, mais vraiment aller voir concrètement ce que font les acteurs sur YouTube, ce que font les YouTubeurs, et est-ce qu'on a quelque chose qui s'organise, quelque chose qui ressemblerait à, on a parlé d'espace public chez Habermas, mais tout simplement, est-ce qu'on a quelque chose qui s'organise comme une communauté, donc vraiment unique, c'est-à-dire un espace commun, sur lesquels la réflexion, le débat s'organise avec un principe qui serait la prime au meilleur argument. Tu vois, est-ce qu'on a quelque chose comme un espace public commun, donc et rationnel, qui s'organise sur YouTube? Bon, spoiler alerte. T'as vraiment pas envie qu'on soit positif, hein, toi. Spoiler alerte, vas-y. Je crois que je l'ai déjà fait. Sans doute non. mais voilà. Bon, je pense que on devrait examiner ce genre de truc parce que ça permettrait à la fois de faire droit à la thèse à laquelle on s'est attaqué un peu abominablement aujourd'hui, tu vois, c'est que il y a malgré tout des tas de gens qui parlent et qui disent des choses que j'ai jamais entendues auparavant. Donc tu vois, il y a quand même quelque chose et puis parfois on parle de libération de la parole dans le domaine politique ou bien de vulgarisation dans le domaine du savoir. Que j'ai jamais entendu ailleurs. Donc tu vois, il est clair que on a accès à de nouvelles choses et tout ça. Ça c'est certain. La question est, bon, voilà, donc comment ça s'organise et tout ça. C'est ça qu'il faudrait travailler. Je vous propose de conclure là, hein, et puis de garder toutes ces thématiques pour la prochaine fois. Et puis comme du coup on a un peu annoncé un thème pour la prochaine fois, mais si vous pouviez nous filer des idées, vous voyez, parce que nous on en a pas beaucoup et donc non, on a plein d'idées, mais si vous pouvez nous filer des pistes sur la question là de cette espèce d'espace public YouTubesque, moi c'est des thèmes qui m'intéressent et je pense que ça intéresse pas mal de monde. Vous voyez, des questions là, par exemple, je finissais une vidéo sur le complotisme. Par exemple sur ce point précis. On voit bien toute la question de qui parle, quelles sont les idées qui se diffusent, comment savoir si c'est vrai, quelle est la légitimité de celui qui parle de ça. Et sur une question comme ça, c'est vraiment épineux comme problème. On a parlé de horizontalité et de verticalité, c'est que vos commentaires, on les lit avec beaucoup d'attention. On sait pas tout quoi faire des commentaires, on sait pas toujours quoi répondre, on a besoin de vos retours, ça c'est notre côté horizontal. Vous voyez, Bon, donc on se revoit très vite pour traiter ces thèmes-là. C'est quoi ce qu'il faut dire à la fin? Les pouces, la cloche, les abonnements, j'oublie toujours. Les commentaires, le référencement, faire marcher l'algorithme.